En apnée de Meg Grehan. J'en sais beaucoup, sur beaucoup de choses. Mais ce que je connais le mieux, c'est moi, Maxime. Je sais que j'ai 11 ans et 2 mois, que mes cheveux sont bruns et mes yeux verts, que je suis allergique aux arachides. Je sais que j'ai une maman qui dort dans la chambre d'à côté. Parfois, la nuit, je frappe et gratte au mur. Parler en morse éloigne les cauchemars, c'est quelque chose que je sais. Je sais que j'ai un père qui habite loin d'ici, et je sais que ce n'est pas ma faute, et je sais que ce n'est pas grave. Je sais que j'ai un drôle de prénom, parce que les médecins avaient prévu un garçon, et quand j'ai débarqué toute visqueuse et remuante une petite fille, maman y tenait trop, j'étais Maxime, je resterai Maxime. Je sais que j'ai peur des clowns et des zombies, et de pas grand-chose d'autre. Je sais que je suis courageuse, même si c'est dur parfois. J'en sais beaucoup, sur moi-même. Il n'y a qu'une seule chose tout au fond de moi que je ne sais pas. C'est une sensation étrange, dans ma poitrine, ou parfois dans mon ventre, et toujours dans ma tête. Quelque chose de léger et souple et chaud qui me fait rougir, et ça n'arrive que quand je regarde mon amie Chloé. Et ça, je ne sais pas ce que c'est exactement. À l'école, on partage un banc, avec Chloé et Adam et Léo. Les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Adam, c'est mon meilleur ami. Depuis qu'on est petit, on ne s'est pas choisi. Mais je suis contente qu'on soit amis. Parce que si on ne parle pas beaucoup à l'école, parce que je dis tout le temps et qu'il parle avec Léo de foot tout le temps, Chloé se vernit les ongles. Chaque semaine, une nouvelle couleur. Le lundi, ses ongles sont tout lisses et brillants, et le vendredi, ils sont tout écaillés, rongés. Il faut regarder de très très près pour voir de quelle couleur ils étaient. Mais moi, je sais toujours de quelle couleur ils étaient. Chloé se ronge les ongles. Des débris de vernis tombent sur notre bureau comme de la neige radioactive. Après l'école, tante Judith vient me chercher. Maman est encore au travail et il fait trop froid pour rentrer à pied. Même si, franchement, je pense que je m'en sortirai. J'ai lu des histoires d'explorateurs qui ont survécu à pire. Et il neige même pas. Mais maman dit que j'attraperai la mort. Et je trouve ça terrible comme expression. Alors je m'attache dans la voiture de tante Judith et je l'écoute me raconter les énormités que sa chef lui a sorties aujourd'hui. Au dîner, je parle à maman des baleines. Et puis, il y a la baleine boréale. Personne ne sait combien de temps elle peut vivre, mais une fois, des scientifiques en ont trouvé une avec un harpon dans le dos. Un harpon qui datait de 1879. 1879, ça veut dire qu'elle avait plus de 100 ans, plus d'un siècle. Et une autre fois, ils ont analysé les yeux d'une baleine boréale et ils ont trouvé des acides aminés qui prouvent qu'elle a vécu 211 ans. 211. Ça lui coupe le souffle. Je me sens intelligente, intéressante. Je me sens hyper bien. Sauf tout au fond de moi. Tout au fond, j'ai comme un tortillement. Tout au fond, j'ai peur. Cette nuit-là, je fais un cauchemar. Le premier depuis 3 ans et 7 mois. Je rêve de la mer, des profondeurs, là où ce n'est plus bleu, mais noir. Et quand je me réveille, je suis toujours sous l'eau. Je retiens mon souffle un instant, même si ça fait mal, même si j'ai l'impression qu'il y a des litres et des litres et des litres d'eau. Quand j'allume, quand ma chambre est orange et chaude, je peux enfin respirer. L'eau a disparu. Je reste assise dans mon lit toute la nuit et je lis. Je caresse les pages du bout des doigts, je suis les lignes, les mots, je me force à regarder, le papier, il est tout sec, ça me rassure. Le soleil se lève. Et j'ai décidé de ne pas raconter mon cauchemar à maman. J'ai décidé de ne pas l'inquiéter. Elle s'inquiète beaucoup, pour beaucoup de choses. Elle ne sait pas que je le sais, mais je vois bien comme elle s'arrache la peau autour des ongles, comme elle regarde tout autour d'elle, quand un « et si » apparaît dans sa tête. Et je ne veux surtout pas être un « et si ». Les ongles de Chloé sont bleus aujourd'hui, et elle parle de magie. Elle est super forte en magie, ce qui ne m'étonne pas d'elle, je ne sais pas trop pourquoi. Elle sait battre les cartes, faire disparaître des balles et tirer des pièces de mes oreilles. Je sais que c'est pour de faux, je le sais, mais tout au fond de moi, j'y crois. Il pleut ce matin, tellement fort qu'on n'entend presque rien d'autre. Alors on reste à l'intérieur pour la pause de midi. J'essaie de lire, mais le vacarme de la pluie, plus celui de ma classe, ça fait comme si ma tête allait se détacher de mon cou. Donc, à la place, je regarde Chloé qui fait de la magie. Et pour mon prochain tour, dit-elle, il me faut une charmante assistante. Je regarde ses mains, ses ongles bleus, ses doigts serrés sur les cartes. Chloé paraît si sûre d'elle, si certaine. Maxime ? Max ? Je cligne des yeux, elle me regarde et dit « C'est toi ?» Je demande quoi, moi ? Elle dit « Ma charmante assistante ». Je dis « D'accord ». Ma voix est bizarre, elle ne ressemble plus à ma voix, on dirait un couinement. « Choisis une carte, n'importe laquelle », s'écrie Chloé. J'obéis.
Je tire le roi de cœur et je rougis un peu. Pourquoi est-ce que je rougis? Je remets la carte dans le paquet et je ne sais pas. Elle bat les cartes super vite. Je sais bien qu'elle frime, mais c'est tellement cool. Ses mains m'hypnotisent. Et puis, tada! C'est bien ta carte? Elle parle fort. Elle s'en fiche d'être la plus brillante de la classe ou de faire sursauter Adam et Léo. Ça me fait rire de les voir si surpris. Mais je ris aussi parce que, oui, c'est bien ma carte. Et j'ai beau savoir beaucoup de choses, je n'ai aucune idée de la façon dont elle s'y est prise. Et pour une fois, pour la première fois, j'adore ne pas savoir. J'en sais beaucoup. Et je sais que j'en sais beaucoup. Parce que je peux feuilleter mon cahier et parcourir toutes ces pages remplies de choses que je sais. Mais il y a tant de choses que je ne sais pas. Il y a tant de choses à savoir. Et la liste s'allonge de jour en jour. Des nouvelles plantes sont découvertes. Des nouvelles espèces d'animaux, des inventions sont inventées, des maladies diagnostiquées, des territoires cartographiés, des mots prononcés, des décisions prises. Et parfois, je trouve que c'est trop à la fois. Au dîner, j'explique ça à maman, pendant qu'elle râpe du fromage sur ses spaghettis, une montagne de fromage. Je dis que j'ai l'impression que tout bouge sans arrêt, que tout avance trop vite. L'impression que je ne comprendrai jamais tout, ne saurai jamais tout, ne verrai jamais tout, et que ça me fatigue, que ça m'attriste et m'énerve et que je me sens complètement dépassée. Maman cesse du râper du fromage pour me dévisager, l'air de ne pas savoir quoi dire. Quand elle prend cet air-là, quand elle s'inquiète, je me sens toujours mal. Je vois l'anxiété se glisser dans sa tête, couler sur son visage. Ses yeux s'assombrissent et son sourire se fane. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. Je ne veux pas. Pourquoi as-tu ce sentiment? Pourquoi faut-il que tu saches tout? Demande maman. Et je sens qu'elle veut vraiment savoir, qu'elle veut vraiment comprendre. J'explique qu'il faut que je sache tout au cas où des catastrophes surviendraient. Des petites catastrophes, des grandes ou bien des catastrophes de taille moyenne. Parce que si une catastrophe arrive et que je ne connais pas la chose, la seule chose qui pourrait l'arrêter, si je ne connais pas la solution, alors que se passera-t-il? Maman prend une bouchée de pâte, elle fait Elle est plongée dans ses pensées. Bon, lâche maman, avant d'ajouter que personne ne sait tout et que ce n'est pas grave. Je hoche la tête. Elle me dit que des catastrophes pourraient arriver, mais qu'il se peut aussi qu'elles n'arrivent pas. Elle me demande de la prévenir quand une catastrophe me vient à l'esprit, pour qu'elle puisse m'aider à la comprendre, et si je ne peux pas la prévenir tout de suite. Enfin, elle dit « Faisons une liste de ce que tu as le plus envie de savoir et on commencera par là. » On finit nos spaghettis, puis on s'habille pour sortir marcher. Et on crache de la buée comme des dragons. Et on cherche les constellations. Et on fait une liste. Ce que j'ai le plus envie de savoir. 1. Ce qui vit dans l'océan et pourquoi ça m'effraie tant. 2. Le nom des étoiles et les constellations. 3. Comment fonctionne le téléphone. 4. Ce qui est arrivé à la princesse Anastasia. 5. Les nœuds. 6. Quelle est cette émotion qui pétille dans ma poitrine. J'ai rêvé de mon père. Ce n'est pas étrange, ça m'arrive souvent, plusieurs fois par mois. Mon cerveau a besoin de faire le point de temps en temps. Dans mon rêve, il est assis au jardin, sur l'herbe. Il a du givre sur les doigts, sur les lacets, sur les cils, mais il n'a pas l'air d'avoir froid. Il ne frissonne pas, ne tremble pas. Il est assis, immobile, et il lève les yeux. Il regarde loin, vers le ciel. Et quand j'ouvre la bouche pour dire bonjour, il pose un doigt scintillant sur ses lèvres. Alors je lève les yeux, moi aussi, vers les étoiles. Elles sont proches, plus proches que jamais, immenses et blanches, et qui brillent. Je les entends qui discutent entre elles. Je décide de m'asseoir près de papa, sur l'herbe gelée, pour regarder, pour écouter. Et alors, les étoiles se mettent à tomber, si lentement qu'on le remarque à peine, jusqu'à ce qu'elles nous entourent, et on ne sait pas si elles sont descendues sur terre ou si c'est nous qui flottons dans le ciel. Mais peu importe, dans tous les cas, on est bien. Ce qui est important, c'est de ne pas oublier. C'était l'homme le plus savant du monde. Il me manque parfois. Avant, je me sentais coupable qu'il ne me manque pas, tout le temps. Mais maintenant, je ne m'en veux plus. J'ai tout ce qu'il me faut ici, et j'espère qu'il a tout ce qu'il lui faut là-bas. Au petit déjeuner, j'écris mon rêve, au propre, sur une feuille de papier toute neuve. Maman déniche une enveloppe. C'est une enveloppe rose de carte d'anniversaire, mais papa ne m'en voudra pas. On écrit son adresse, et je lèche le timbre, et on va à la boîte aux lettres, et maman me raconte ses rêves à elle. Le lendemain, après l'école, maman m'offre un livre. Elle dit que c'est un cadeau de Noël en avance, pour la fille la plus géniale qu'elle connaisse. Ça me fait rougir. Puis elle dit que ça va m'aider à avancer dans ma liste et je saute de joie. C'est un gros livre, lourd et épais, plein de longs mots et de photos colorées.
l'océan et ses habitants. Je le feuillette et la peur fait trembler ma colonne vertébrale, comme si j'allais m'effondrer, mais je veux savoir. Je veux comprendre tout ce qu'il y a à savoir, tout ce qu'il y a à comprendre. Alors je retourne à la première page et je prends mon cahier et je commence à lire. Je découvre le squalelet féroce, un petit requin qui se nourrit en perçant des trous dans le ventre de ses proies avec ses dents pointues. Le lendemain, à l'école, je suis fatiguée, complètement épuisée parce que j'ai rêvé toute la nuit. J'ai fait de jolis rêves et de mauvais rêves et des rêves entre les deux, mais ils étaient tous nets et longs et trop, bien trop réels. Ce matin-là, on fait une dictée, puis des maths et puis c'est la récré. J'aime pas la récré, surtout l'hiver, c'est bruyant et froid et ennuyeux. Je m'assieds sur mon banc favori, près de mon arbre préféré, et je lis. L'histoire d'un garçon dont le frère est un alien. Il a aussi une meilleure amie qui s'appelle Sarah. Je crois que le garçon est amoureux de Sarah, parce qu'il rougit parfois quand il lui parle, et qu'il a envie de lui prendre la main. Mais je ne suis pas sûre. Moi, je ne rougis jamais quand je parle à Adam, et je n'ai vraiment pas envie de lui prendre la main, donc peut-être que je ne comprends pas bien ce que c'est que l'amour. Maman dit souvent qu'Adam et moi on va se marier parce que je le connais depuis que je suis bébé et qu'on est meilleurs amis. Elle le dit avec un sourire ou en riant, alors je ne sais jamais si c'est une blague ou si elle le pense vraiment. Je veux pas épouser Adam. C'est quelque chose que je sais. Il est gentil et on s'entend bien, même s'il adore le foot maintenant et que moi je m'en fiche. Il est toujours sympa avec moi et moi avec lui. Mais je sais, je suis certaine que je ne veux pas l'épouser. D'ailleurs, ça ne me plaît pas quand maman en parle, ça m'inquiète. J'en suis à la page 164 quand quelque chose arrive, quelque chose de mal. Je sais que c'est grave, parce que c'est brusque et bruyant. Il y a des cris, et puis un court instant de silence, suivi d'un hurlement. Je lève les yeux, Chloé est par terre. Elle serre son genou contre elle. Des taches rouges se forment sur son collant gris. Quelqu'un crie « Allez chercher Madame Mathieu !» Je me lève sans même m'en rendre compte, et je cours, et je cours, et je cours, jusqu'à Chloé. C'est bizarre, je me souviens pas d'avoir ordonné à mes jambes de bouger. Mais elles courent et je ne leur dis pas d'arrêter. Ça va aller, Chloé. Encore et encore, je l'aide à se relever et je l'emmène à l'infirmerie. Elle serre ma main très très fort, elle me la broie. Mais ce n'est pas grave. On avance, elle qui boite et moi qui fais semblant de ne pas avoir mal. Quand on arrive à l'infirmerie, Chloé pleure toujours mais un peu moins. Je suis soulagée. Ma main et mon cœur me font un peu moins mal. Ensuite, il se passe quelque chose d'étrange, quelque chose que je ne comprends pas. Chloé lâche ma main et d'un coup, je me sens triste, triste jusqu'au fond de mon ventre, triste jusqu'au bout de mes doigts. Je voudrais qu'elle me tienne la main pour toujours, mais je ne sais pas pourquoi. Alors Chloé me prend dans ses bras, un énorme câlin, long et beau et chaud. Elle m'enveloppe de son corps complètement, alors qu'on fait la même taille. Elle m'enveloppe et elle serre fort. Elle murmure « Merci Maxime ». Et ma main ne me fait plus mal, plus du tout. L'infirmière nettoie la plaie, puis elle applique une crème dont même l'odeur pique. Chloé gémit, serre à nouveau ma main. Ensuite, l'infirmière colle un pansement orange sur la blessure. Et elle nous félicite, Chloé d'avoir été si courageuse et moi d'être une si bonne amie. Après, dans le couloir qui nous ramène en classe, Chloé me dit « Merci » d'une voix super, super douce. Et je dis « De rien », les yeux baissés sur le sol à compter les carreaux pour qu'elle ne voie pas comme mes joues ont rosi. Il me reste 42 pages à lire dans mon livre sur les poissons et ensuite, c'est sûr, après 274 pages, je saurai tout ce qu'il y a à savoir. Je sais que les requins bulldogs sont les plus ronchons des requins. Ils gardent férocement leur territoire et s'énervent quand on envahit leur espace vital, ce que je trouve compréhensible. Ils n'aiment pas les couleurs vives, pas du tout. Maman dit que ce sont les ados de la mer. Je ne suis pas sûre de ce que ça signifie, mais ça la fait beaucoup rire, alors je ris aussi. Je sais que les octopodes, du grec octopoda, qui signifie 8 pieds, ça aussi je le sais, ont 3 cœurs. 2 de ces cœurs pompent leur sang, qui est bleu, encore une chose que je sais. Et leurs tentacules, je le sais, ont leur propre cerveau. Un gros cerveau dans la tête et un petit dans chaque tentacule. 9 cerveaux en tout. Imaginez tout ce qu'on pourrait savoir avec 9 cerveaux. J'aime les octopodes. Si je devais me changer en animal, je choisirais un octopode. Parfois, Adam vient chez moi après l'école parce que son père travaille et on regarde un film ou on joue sur l'ordinateur. Mais aujourd'hui, on a décidé de faire des cookies. Adam est super fort en pâtisserie, surtout en cookies. Il n'a pas vraiment besoin de regarder le cahier de recettes qu'il emmène partout avec lui. C'est un carnet rouge vif. C'est un carnet super classe, un carnet qui ressemble à Adam.
Je suis sûre que si un inconnu tombait dessus, il saurait que c'est le carnet d'Adam. Il ne pourrait pas appartenir à quelqu'un d'autre. Adam ne veut pas que j'y touche. Il dit que ces recettes sont top secrètes. Mon boulot, c'est de rassembler les ingrédients. Les œufs, le beurre et la farine, le sucre et le chocolat, afin qu'Adam puisse faire ce qu'il a à faire. Il est tellement heureux quand il pâtisse, il rit beaucoup, même à mes blagues les plus nulles, et il sourit tout du long, sauf quand il se concentre, très fort. Là, il tire la langue, ça lui donne un air comique, et savant à la fois. Après qu'Adam a enfourné les cookies et réglé notre minuteur en forme de cochon rose sur 20 minutes, je me décide enfin à lui demander. Je vais lui demander, parce qu'Adam, comme moi, sait beaucoup de choses. Mais les choses qu'Adam sait sont des choses que moi je ne sais pas. Il sait des choses que je ne sais même pas que je ne sais pas. Eh, Adam, tu vois Chloé? Ma voix était raillée et plus aiguë que d'habitude, comme si j'avais dû la forcer à dire ces mots. Chloé de notre classe, Chloé la magicienne. Chloé la magicienne, ça me plaît, je range le surnom dans un coin de ma tête. Ouais, qu'est-ce que tu penses d'elle? Je veux dire, est-ce que tu l'aimes bien? Est-ce que je l'aime bien? Ou est-ce que je l'aime bien? Oh oh, je sais pas quoi répondre, alors je finis par lâcher, l'un ou l'autre, comme tu veux. Il s'assied sur le sol en tailleur devant le four, le nez tout contre la vitre. Adam aime surveiller ses cookies de très près. Je l'aime bien, il dit, finalement. Elle est gentille et super forte en magie. Je vois toujours pas comment elle fait son tour avec les balles. Tu sais, quand elle commence avec 3 et puis il y en a 5, j'y comprends rien non plus. On se sourit, de vrais sourires. Mais, il continue, je crois pas que je l'aime plus que ça. Non, je pense pas. Il regarde fixement ses cookies, la chaleur orange du four fait scintiller ses yeux et on dirait, à cet instant, qu'il a autant de pensées, autant de questions que moi. Et je sais pas si ça me rassure ou si ça m'inquiète. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimes? Enfin, quelqu'un que tu aimes bien? Je sais pas, dit-il, si doucement que je l'entends à peine. Peut-être. Quand le minuteur sonne, on se regarde comme seuls des amis le peuvent. C'est un regard qui signifie « moi non plus, j'y comprends rien, mais je suis là ». Et je dis « je pensais pas que ce serait si difficile ». Et il répond « moi non plus », d'une voix douce et triste. Puis on sort les cookies du four, ils sont parfaits, comme toujours. Chloé est mon amie maintenant, c'est sûr. Je crois qu'elle l'était déjà avant, mais maintenant c'est sûr de sûr. Les matins, elle se précipite vers moi avec le sourire et plein de questions. « Comment ça va? T'as fait le devoir de maths? J'ai trouvé le 3e exercice hyper dur, pas toi? T'aimes la magie? T'as lu le dernier tome des sorciers de la gare de l'Est? C'est qui ton sorcier préféré? T'as pleuré quand Steph est morte? T'as des frères et des sœurs? Elle fait quoi comme travail, ta mère? Ça lui plaît? Et ton père, il est où? Il te manque? T'as mangé quoi au petit-déj? Ça va? Ouais, je l'ai fait. C'est vrai qu'il était dur, mais j'ai fini par trouver. Je trouve ça plutôt cool, la magie. J'en suis qu'au 3e tome des sorciers. C'était Steph ma préférée jusqu'à... Ben oui, j'ai pleuré quand elle est morte. Non, ma mère travaille dans un bureau. Je crois que ça lui plaît. Il vit à quelques heures de route. Non, pas vraiment, des céréales et toi? Elle a mangé des tartines grillées et bu du thé. Je trouve son petit déjeuner très adulte. Je décide d'essayer de boire du thé dès demain matin. À midi, Chloé s'assied sur le même banc que moi. Je lis mon livre sur l'océan et elle s'entraîne à ses tours de magie. J'en suis à la page du revenant, poisson. C'est le poisson le plus effrayant que j'ai découvert jusque-là. Ma respiration se met à bégayer. Inspire, expire, inspire, expire. Et je ne parviens pas à la calmer, même en essayant très, très fort. Chloé pose son paquet de cartes et s'approche de moi. Ça va? Je hoche la tête. T'es sûre? Parce que tu respires bizarrement. Je voudrais m'enfuir, courir jusque chez moi. Et si seulement j'arrivais à reprendre mon souffle, je m'enfuirais. Mais je n'y arrive pas. Alors je lui dis la vérité. J'ai juste peur. Elle se mord la lèvre, elle s'inquiète et c'est ma faute. Mais ça va. À cause du livre, elle me le prend des mains, regarde la page que je lisais, voit le poisson et j'imagine qu'elle va éclater de rire, me traiter de mauviette. Mais non, elle le referme brusquement avec un frisson théâtral. « Ouh là là, ouais, je vois ce qui t'effraie, mais pourquoi tu lis des trucs pareils ?» Alors je lui explique que je veux en savoir le plus possible. Même si ça te fait peur, surtout si ça me fait peur, je réponds. Parce que si j'en sais assez, peut-être que je n'aurai plus peur. Elle regarde le livre, pensive, et elle l'ouvre à la page du revenant. Tu es tellement courageuse. Elle dit ça, doucement. Et même si je ne me sens pas du tout courageuse, même si ma respiration est encore déréglée, je décide de la croire, juste un peu, juste pour un instant.
Je te propose un échange, dit Chloé, d'un air rusé, l'air de quelqu'un qui sait négocier. Un échange? Mais de quoi? D'informations. Elle chuchote d'une voix de conspiratrice, et soudain nous nous changeons en espionnes, en mission, pour des camps opposés, mais qui ont décidé malgré tout de collaborer. Alors j'arrête de penser à ma respiration. Ça, c'est ce que je préfère chez Chloé. Ok, je souffle en me penchant vers elle. Je t'échange un secret hyper important, un secret que seuls les magiciens connaissent. Si tu me donnes des informations sur, je retiens mon souffle, les poissons. Les poissons? Oui, son visage rayonne. Mais pourquoi? Parce que, elle répond, tu as toujours le nez dans ce livre, tu dois être une experte. Je serre le livre contre ma poitrine, comme un rempart. J'ai besoin qu'il me protège, parce que je me sens soudain un peu trop exposée. C'est juste que je trouve ça tellement... Et je retiens encore mon souffle. Tellement quoi? Tellement bizarre, tellement niais, tellement idiot. Elle dit, tellement cool. Et quand je lève les yeux, je vois qu'elle rougit. Ça me donne chaud et mes mains sont moites. Je marmonne, je te dirai tout ce que je sais. Et elle sourit. On décide de commencer l'échange lundi. Comme ça, j'ai tout le week-end pour choisir ce que je vais lui apprendre. Maman ne travaille pas le samedi. Alors le samedi, c'est notre jour à nous. On fait des pancakes, le genre bien épais qui vous cale pour la journée et vous réchauffe à l'intérieur. On les recouvre de fraises ou de sirop d'érable et d'habitude, on boit du chocolat chaud. Mais ce matin, je demande du thé et maman me regarde étonnée. C'est bizarre le thé, ça a un goût âpre, adulte. J'ajoute plein de lait et 2 cuillerées de sucre quand maman a le dos tourné. Mais finalement, je crois que j'aime ça. J'ai besoin que maman aille bien. J'ai besoin qu'elle soit heureuse et calme et bien. Parce que je suis inquiète à propos de tellement de choses. Mais je ne suis pas inquiète pour maman. Parce que si je m'inquiétais pour maman, si je laissais mes mauvaises pensées l'atteindre, je me ratatinerais, je m'effondrerais, je m'arrêterais net. J'ai besoin que maman aille bien parce que je n'en sais pas encore assez pour la sauver, pour tout arranger, pour faire en sorte qu'elle aille bien. Donc j'ai besoin qu'elle aille bien, jusqu'à ce que j'en sache assez, jusqu'à ce que je sache tout, jusqu'à ce que je puisse la protéger, jusqu'à ce que je sache comment faire. Long, court, long. Long, court, long, court, long, court. On a appris l'alphabet morse quand papa est parti, il y a quelques années. Au début, on était super lente et on se trompait souvent, mais très vite, on est devenus des expertes, des vrais prodiges du morse. On pouvait s'envoyer des messages sans même regarder nos alphabets. Et ensuite, on n'a plus eu besoin d'en envoyer du tout. Savoir qu'on pouvait le faire suffisait et je pouvais enfin dormir. Long, court, long, court, long, long. Ça va? Et puis, long, court, long, long, court. Tu as pleuré? J'entends les ressorts du lit de maman grincer, puis le plancher, puis sa porte, puis la lumière de ma chambre s'allume, et maman s'assied sur mon lit, l'air perdu et inquiet et endormi. Maxime. Elle me regarde dans les yeux, avec cet air qui signifie « je vais te dire la vérité, donc écoute bien ». Tout va bien. Tout va 100% bien. Tu étais inquiète? Demande maman, et c'est pas la peine que je réponde parce qu'elle a déjà compris. Max, tu ne dois pas t'inquiéter pour moi. Je vais bien, et si un jour je ne vais pas bien, ce ne sera pas à toi de t'inquiéter pour moi ou de m'aider à aller mieux, d'accord? Je vais bien, tout va bien. Elle m'observe très attentivement et demande « Tu t'inquiètes souvent comme ça ?» Et j'acquiesce. Et elle dit « Tout le temps ?» Et j'acquiesce. Et elle acquiesce. Puis son expression devient celle qu'elle prend quand elle réfléchit à mes questions. Et je sens toute mon inquiétude s'envoler parce que maman s'en occupe, parce que maman va tout arranger. Ma maman va m'aider. J'entoure sa taille de mes bras et je serre vraiment fort, tellement fort qu'elle fait un petit bruit étranglé et rit un peu. Je me sens presque parfaitement bien. Il n'y a plus qu'une seule chose qui persiste dans ma tête. Une seule chose entre maman et moi. Mon unique secret. Ce secret dont je n'étais pas certaine jusque-là. Je m'apprête à faire rouler les mots sur ma langue. Maman, je crois que... Mais avant que je puisse les dire... Bon, je retourne au lit. Alors je souris et je dis d'accord. Je lui dis que je l'aime. Je décide que peut-être c'est assez pour cette nuit. Et peut-être que je réessayerai demain. Dimanche matin, je vais sur l'ordinateur. Il est dans la cuisine et j'ai le droit de l'utiliser pour mes devoirs et pour chercher les réponses que maman n'a pas. Mais je dois avoir la permission. Alors je demande « Est-ce que je peux, s'il te plaît ?» Et maman dit oui et me demande ce que je vais chercher aujourd'hui. Et je réponds « Des informations sur des poissons. »
C'est pas exactement un mensonge, juste une demi-vérité, ce qui n'est pas beaucoup mieux. Alors, je fais d'abord des recherches sur les poissons pour ne pas avoir menti tout à fait. Maman dépose une tasse de chocolat chaud près de moi et je me sens reconnaissante et coupable à la fois. Je crois bien que je suis allergique au secret. Ça fait quoi d'être amoureuse? C'est ce que j'écris dans la barre de recherche. Et la sensation étrange dans ma poitrine empire à chaque mot. Il y a des millions de résultats, des gens qui disent « mais je le savais, c'est tout ». Et des photos de garçons et de filles qui se tiennent la main. Il y a Mickey et Minnie, des princes et des princesses, et des dessins de filles aux longs cils, coiffées de nœuds roses qui rougissent devant des garçons en t-shirt bleu. Je soupire. Ça ne m'aide pas du tout. Alors je recommence, les mains tremblantes. Je tape. Est-ce qu'une fille peut être amoureuse d'une autre? Max, tu peux? Je sursaute et j'écrase le clavier des deux mains pour remplir l'écran de lettres et de chiffres au hasard. Maman apparaît dans mon dos. Je referme la fenêtre et je fixe le poisson à l'écran. Maman me parle toujours, mais je n'entends que le sang qui bat à mes oreilles. Il va falloir que je me débrouille autrement. Cet après-midi-là, je reste couchée sur le sol de ma chambre avec mon cahier et mon stylo préféré. Et j'écris tout, toutes les pensées, tous les sentiments, toutes les images qui m'emplissent la tête, quand je la vois, quand je lui parle, quand elle me sourit. J'écris tout, et puis ça m'embarrasse trop, alors je raye tout et je réécris tout, encore et encore, jusqu'à ce que ça ne me paraisse plus si bizarre, jusqu'à ce que ça ne soit plus si étrange. Il fait noir dehors quand je me décide à en parler à maman, parce que les mamans savent des choses. Et moi, il y a quelque chose que je ne sais pas, qui fait comme un grand trou dans tout ce que je sais. Et je crois que c'est quelque chose que je devrais savoir, quelque chose d'important, parce que ce trou me donne un peu froid, et mon cœur est tout embrouillé, et engourdi, et étourdi, et bizarre. Maman, je dis, et elle répond, oui Maxime. Et je dis, tu vois Chloé, qui est assise à côté de moi, à l'école. Et maman hoche la tête. Bon, je dis. Et puis je regrette de ne pas m'être mieux préparée parce que les mots se déversent dans ma bouche. Je n'ai aucun contrôle sur eux. Elle met du vernis à ongles, je dis. Chaque semaine, une nouvelle couleur. Et le vendredi, ses ongles sont tout abîmés parce qu'elle les ronge. Et je voudrais les réparer, je voudrais lui remettre du vernis. Maman a l'air perplexe. Ce que je dis n'a aucun sens. Mes mots ne font pas ce que je voudrais qu'ils fassent. Je voudrais toucher ses cheveux. Je lâche. Et maman hausse les sourcils, je ne sais pas ce que ça signifie. Et le fait de ne pas savoir rend la situation pire encore, bien pire. Les mots continuent à fuser, ils vont vite, je ne peux pas les retenir. J'aimerais brosser ses cheveux, ils ont l'air si doux, et je voudrais lui faire des tresses, enfin je crois. Mais qu'est-ce que je raconte? Pourquoi je dis tout ça? Ça veut rien dire. Tout est vrai, mais ça veut rien dire. C'est ma personne préférée, je dis. Et les mots s'arrêtent. Un instant, ils me laissent respirer. J'aimerais tellement que maman me réponde, mais elle ne dit rien. Alors je tente encore. Mais cette fois-ci, je crois qu'elle a oublié de mettre la réponse dans le paquet. Et cette fois-ci, je ne me sens pas mieux du tout. Je fais un cauchemar. Je rêve que l'eau arrive et que je suis debout, seule, au milieu de la route. Et je crie. Mais personne ne vient. Tout le monde est parti. Je crois qu'ils savaient pour l'eau. Et alors ils ont fui en m'oubliant. La voilà, la vague qui enfle et enfle et enfle, jusqu'à avaler les nuages. Et puis, elle tombe et tombe et tombe et s'écrase, elle déferle. L'eau déferle sur le monde. Je retiens mon souffle et elle me pousse et me tire et m'emporte et me secoue. Et je veux crier et prie pour que mon souffle tienne, jusqu'à ce que j'émerge, jusqu'à ce que j'atteigne la surface. Mais je nage et je nage et je nage et je n'émerge pas. Et il n'y a pas de surface, il n'y a plus que de l'eau et... Je me réveille, les mains plaquées sur la bouche pour contenir mes cris. Et je les ravale. Et je le repousse, au fond, tout au fond. Il a neigé toute la nuit, et quand je me réveille, la maison est glaciale. Maman est au téléphone, elle a mis des chamallows dans mon chocolat chaud. Je les compte, il y a 5 chamallows, et je me demande s'ils sont là pour remplacer tout ce qu'elle n'a pas dit hier. Ma mère raccroche en poussant un soupir, et l'angoisse gronde dans mon ventre. Mais quand elle arrive dans la cuisine, elle sourit, alors je souris aussi. « Bonne nouvelle », elle dit. Et je la regarde. Mes pensées tournent trop vite pour que je puisse les examiner. Pas d'école aujourd'hui, il y a trop de neige, elle annonce. Et c'est censé me faire plaisir, alors je souris, grand, et je m'écrie. Trop bien. Maman doit tout de même aller au travail parce que son bureau ne ferme jamais pour cause de neige, ce que je trouve très injuste. J'ai beau lui assurer que je m'en sortirai toute seule. Elle appelle tante Judith qui dit qu'elle viendra vers midi, ce qui me convient très bien, mais inquiète maman. Maman me fait ouvrir et fermer la porte d'entrée 5 fois de suite, pour s'assurer que je sais le faire. Elle m'apprend à programmer le micro-ondes alors que je l'ai déjà utilisé 1 milliard de fois.
Je la regarde rejoindre lentement sa voiture, un manchot sur la banquise, et partir. Je lui fais de grands signes jusqu'à ce qu'elle ait disparu, puis j'attrape mon cartable et je le vide sur mon lit pour rassembler tout ce qu'il me faut pour mon expédition. Ce dont j'ai besoin, mon cahier, des stylos, bleus et rouges et verts et violets, ma gourde, mes moufles, les livres que j'ai empruntés, je les ai tous finis, une lampe de poche au cas où, le portable que maman me prête quand je ne dors pas à la maison, les horaires du bus, ma carte de bibliothèque, mon porte-monnaie, un billet de 10 € pioché dans le bocal de la cuisine, en cas d'urgence. J'ai besoin de savoir ce qu'est cette sensation dans ma poitrine, comment elle s'appelle, ce qu'elle signifie et pourquoi elle est là. Je veux tout savoir, et quand je veux savoir quelque chose, je vais à la bibliothèque. Alors je m'habille chaudement, en respectant le plus possible les règles de maman. Pull, manteau, écharpe, bonnet, mouffe, grosses chaussettes et bottes. Je vérifie tous les interrupteurs 2 fois et le four 3 fois, même si je pense qu'on ne l'est pas allumé ce matin. Je verrouille, déverrouille, reverrouille chaque porte et chaque fenêtre pour être absolument sûre. Ça me met mal à l'aise, mais en ce moment, je ressens tellement de sentiments pour maman. De l'amour, bien sûr, toujours, mais en dessous. Je me sens triste et un peu déçue, et je me sens inquiète et anxieuse, mais surtout, je me sens loin d'elle, comme si quelqu'un nous avait éloignés de force en tirant encore et encore sur le lien entre nous, jusqu'à ce qu'il cède, ce lien qui était pourtant si fort. Et j'ai peur, j'ai tellement peur, que cette personne, ce soit moi. Bon, et j'ouvre la porte d'entrée. En sortant, je serre la clé et son gros porte-clés en peluche dans ma main gantée, juste devant mes yeux, pour qu'il n'y ait aucun risque qu'elle disparaisse. Je marche prudemment, je ne croise le regard de personne, je regarde des 2 côtés avant de traverser, et j'attends que le bonhomme soit vert. J'ai appris les horaires de bus par cœur quand j'avais 8 ans, juste au cas où, maman dit toujours juste au cas où. Je sais qu'il faut marcher jusqu'à l'arrêt, puis attendre le numéro 32 et donner exactement 2,20 € au chauffeur. Le trajet prend 12 minutes, 5 de plus que d'habitude. Le bus arrive à l'arrêt, 3 minutes après moi. Je suis la seule à monter. Il n'y a que 4 autres passagers. Alors je prends la meilleure place, tout devant. On file à travers la ville, dans la neige et la glace et la boue. Je compte les Pères Noël. 9 minutes et 7 Pères Noël et demi plus tard, le bus s'arrête. Je suis arrivée. Je ne sais pas par où commencer, dans quel rayon chercher la réponse à ma question. Je me dirige vers le rayon jeunesse, c'est l'endroit que je connais le mieux, des rangées et des rangées et des rangées de livres. Pour trouver ma réponse, je les lirai tous. Je commence à la lettre A et j'avance dans l'alphabet. Mais à N, je n'ai toujours rien trouvé. Il y a des histoires de princes et de princesses, de rois et de reines, et de sorcières et de sorciers, et d'animaux qui parlent, et de voitures qui volent, et de vaisseaux spatiaux, et d'aliens, et de baleines, et de poupées, et de jouets, et d'insectes, mais aucun livre ne parle d'une princesse avec une princesse, ou d'une reine avec une reine. Aucun ne répond à ma question. Je passe au rayon histoire, je fais le tour du monde, j'enjambe les décennies, les siècles, les millénaires, mais je ne trouve toujours rien. C'était une mauvaise idée de venir ici, je m'en rends compte maintenant, mais je pense que je le savais déjà avant. Sinon, je n'aurais pas menti à maman. Quand on a de bonnes idées, on n'a pas besoin de mentir. Enfin, je crois. Je suis perdue. Je ne me suis jamais sentie aussi perdue. Alors que des larmes me picotent les yeux, une voix me dit « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» d'un ton surpris, un peu sévère. Je lève la tête et là, devant moi, se tient la bibliothécaire. « Les livres pour enfants sont là-bas, » elle dit. Elle a un visage aimable, rond et doux, avec des rides au coin des yeux, parce qu'elle doit sourire souvent, je parie. Elle a une longue tresse brune et de petites mèches rebelles lui encadrent le visage. Je trouve qu'elle est un peu comme une reine, puissante et érudite. J'aimerais lui ressembler. Elle me dit qu'elle s'appelle Suzanne, puis elle me demande ce que je fais là, roulée en boule dans un coin du rayon histoire. Elle le demande comme si c'était tout à fait normal de se rouler en boule dans le rayon histoire, comme si ce n'était pas bizarre, pas surprenant du tout. J'ai l'impression que je peux lui dire la vérité, alors c'est ce que je fais. Je cherche des réponses à mes questions. Eh bien, tu es au bon endroit. Elle sourit, et moi aussi. Elle a ce genre de sourire. Elle me demande avec qui je suis venue. Je suis toute seule. Et elle dit « D'accord, mais ta maman sait que tu es ici ?» Et à sa voix, je devine qu'elle a déjà compris. Alors je secoue la tête et elle soupire. Son visage perd un peu de sa douceur. « Bon, viens à mon bureau, on verra si on trouve tes réponses et on appellera ta maman. »« Non, s'il vous plaît !» Ça m'échappe. Ma voix éclate. Ce n'est pas tout à fait un cri, mais c'est trop bruyant pour une bibliothèque. Suzanne me regarde, tout le monde me regarde. Et je m'aperçois horrifiée, totalement horrifiée, que je suis en train de pleurer. Suzanne me prend par l'épaule, me souffle. « Allez, viens. » Et elle m'entraîne vers son bureau.
Le bureau de la bibliothécaire est grand et circulaire. Je fais des tours sur ma chaise, encore et encore et encore, lentement, pour ne pas me rendre malade, pour ne pas attirer encore l'attention. Mais aujourd'hui, il y a plein de vieilles personnes qui lisent les journaux ou utilisent les ordinateurs, et des mamans et des papas qui lisent des albums à des petits-enfants. La bibliothèque est chaleureuse, joyeuse, et je me dis en tournant sur la chaise que c'est probablement mon endroit préféré. Suzanne revient avec 2 tasses de thé et un sucrier. Elle dit « Tiens, ça va te requinquer ». Puis je lui dis « Je suis désolée d'avoir crié, parce que c'est vrai ». Et elle répond « Ne t'en fais pas », d'une voix qui a un accent de vérité. Alors je me détends et de la même voix, elle ajoute « Tu ne devrais aller nulle part sans prévenir ta maman, tu sais ?» Je sais, je dis, mais je n'avais pas le choix. Après une minute, elle demande « Tu veux m'en parler ?» « De quoi ?» je réponds. « N'appelez pas ma mère, s'il vous plaît. » Je croise les doigts sous ma chaise. « Pas tout de suite, j'ai besoin de plus de temps. » Elle demande « Pourquoi faire ?» Je réponds « Pour mes recherches. » Sur quel sujet portent tes recherches? Les filles. Si elle est surprise, Suzanne le cache bien. Mieux que moi qui me mords la langue pour la punir. « Mais comment ça, les filles ?» demande Suzanne. Et je ne sais pas trop comment préciser. Je commence. Pas juste les filles. Elle hoche la tête pour m'encourager. Les filles qui sont avec des filles. Et j'expire, longuement, doucement, un souffle, continue. Des filles avec des filles, elle répète. Et j'acquiesce. Des filles avec des filles. Je lui raconte Chloé, je lui raconte son vernis à ongles et ses tours de magie, et l'encre dorée avec laquelle elle écrit la date sur ses devoirs. Toutes ces choses que je remarque, et je crois que je commence à comprendre pourquoi je les remarque. Est-ce que je suis amoureuse ? Je demande, d'une voix si petite que je ne suis pas sûre que ce soit la mienne. Je crois que je vais encore pleurer. Ou bien, j'ajoute, est-ce que quelque chose cloche chez moi ? Suzanne pose sa tasse, puis elle me regarde dans les yeux, tout au fond des yeux, qui sont un peu mouillés des larmes que je retiens, et elle dit « Il n'y a rien qui cloche chez toi, absolument rien. » Et les larmes m'échappent, elles se déversent, assez pour remplir un lac, une mer, un océan. Je renifle beaucoup, ce ne sont pas de jolis sanglots, mais des hoquets pleins de morve. J'ai besoin d'1 million de mouchoirs, je pleure jusqu'à ce que je sois vide. Quand je parviens enfin à reprendre mon souffle, je me force à demander « Vous êtes sûre ?» Elle hoche la tête. Et je ris. Je ne sais pas pourquoi, mais je ris. Dans mon ventre, le soulagement bouillonne. Il se transforme en rire. Et je ris jusqu'à ne plus avoir de rire en réserve. Et quand je n'ai plus ni larmes ni rire, après avoir jeté tous mes mouchoirs à la poubelle, on se rassied. « Tu as essayé d'en parler à ta maman ?» Je réponds oui. « Et elle ne t'a jamais dit que ce n'est pas grave ?»« Que ça arrive ?» demande Suzanne. Et sa voix est soudain lourde, comme si quelque chose de triste pesait dessus. « Si, enfin je crois. » Elle m'a dit que tout le monde pouvait tomber amoureux, les garçons de garçons ou de filles, et les filles de garçons ou de... Mais elle ne m'a jamais dit que moi, je pouvais. Je suis bête, je lâche. Je n'ai pas pensé que je faisais partie de ce tout le monde. Comment ai-je pu oublier que tout le monde, c'était aussi moi? Tout ça me semblait tellement lointain, si loin de ma petite vie, dans notre petite maison, dans ma petite école. Est-ce que je suis bête? Je répète, je n'ai pas compris, j'avais tous les indices et je n'ai pas compris. Suzanne secoue la tête, elle secoue la tête vite et fort, comme si cette idée était tellement loin de la vérité qu'elle devait absolument s'en débarrasser. Je n'aime pas me sentir bête. Je souffle très bas pour que personne d'autre ne m'entende. Je ne veux plus me sentir bête ou bizarre ou embrouillée. Elle laisse passer 1 minute, puis prend une grande inspiration et dit « Tu lis beaucoup, non ? Et tu as déjà lu un livre avec une fille qui vit de grandes aventures, qui ose faire des choses qui lui font peur parce que c'est important pour elle ?» Et j'acquiesce encore. « Et t'en as pensé quoi ?» Je me suis dit que je pourrais faire pareil, je dis que je pourrais être courageuse s'il le fallait, même si j'avais peur, je serais courageuse. Et si on te trouvait des livres qui te montrent toutes les autres choses que tu peux être ou ressentir, peut-être que ça t'aiderait. Je hoche la tête. Je crois que je commence à comprendre pourquoi j'étais si perdue. Je n'ai jamais vu une fille tenir la main d'une fille. Un garçon embrasser un garçon sur le front. Je n'ai jamais vu ça. C'est un peu trop compliqué, tout ça. Et ça fait un peu peur. « Tu penses que ça t'aiderait ?» demande Suzanne, et je hoche la tête. Et elle hoche la tête. Elle m'annonce que c'est ce qu'on va faire alors. On va trouver des livres et puis on va me trouver dedans. Mais d'abord, je dois appeler ta mère, me dit Suzanne. Et des stalagmites de peur apparaissent dans mon ventre, acérées et froides, dures comme du diamant.
Et si je commence, mais je ne sais pas comment terminer ma question. Et si maman est en colère, ou triste, ou déçue, tout sera ma faute. Tout sera ma faute. Je ne veux pas la rendre triste. Elle sera peut-être triste, dit Suzanne. Peut-être, au début. J'aime bien la façon dont elle le dit, comme si elle savait que je pouvais le gérer. Je lui donne le numéro de téléphone de maman. Après avoir raccroché, Suzanne s'agenouille devant moi et elle dit d'un ton sérieux, d'un ton qui doit être écouté, « Tout va bien se passer. Et si un jour ça ne va pas, tu sais que tu peux venir ici et que tu n'es pas seul, tu ne seras jamais seul. D'accord ?» Je lui dis d'accord et on va chercher des livres. On en choisit 2, j'en prends un qui parle de train et Suzanne m'en donne un avec 2 filles sur la couverture qui se tiennent la main. Je le prends et je le regarde et je ressens tellement d'émotions à la fois et pour une fois, toutes mes émotions sont bonnes, joyeuses et réelles et vraies. Maman arrive en courant 20 minutes plus tard. Elle passe la porte comme si quelqu'un l'avait jetée à l'intérieur. Elle est rouge et paniquée et couverte de neige. Ses cheveux sont emmêlés dans son écharpe. Je la vois s'arrêter et me chercher des yeux et j'essaie de forcer mes pieds à aller vers elle pour lui dire que je vais bien, qu'il ne faut pas s'inquiéter, que je suis désolée, que je ne le ferai plus jamais. Mais mes pieds ne bougent pas. Derrière moi, Suzanne s'éclaircit la gorge et elle s'avance. « Ne t'en fais pas », elle murmure, si doucement qu'il n'y a que moi qui peux l'entendre. Et elle va vers ma mère, elle dit bonjour de sa gentille voix de bibliothécaire. « Vous êtes la maman de Maxime ?» Et maman sourit, et elle dit oui, et elle demande où je suis, et elle la remercie d'avoir appelé. Tout ça, très vite, sans reprendre son souffle. Elle a eu si peur. J'avais pensé à toutes les émotions qu'elle pourrait ressentir, sauf celle-là. Je suis désolée, maman, je suis tellement désolée. Je répète comme une prière, mais elle n'entend rien parce qu'elle scande sa prière à elle. Maxime, oh Max, est-ce que ça va? Maxime, est-ce que ça va? Je crois qu'elle sera bientôt fâchée. Je sais que je serai punie. Je sais tout ça. Mais pour l'instant, tout ce qui compte, c'est ma maman. Elle a eu si peur, et moi aussi. Alors, sans réfléchir, je la serre contre moi, fort, fort, fort. Suzanne nous aide à traîner 2 poufs jusqu'au rayon des livres d'art. Maman se laisse tomber sur son pouf, il soupire sous son poids. Elle a l'air fatiguée, pas comme si elle avait sommeil, mais comme si elle avait utilisé toute l'énergie qu'elle avait en réserve pour la journée et qu'il ne lui restait plus rien. Je m'affale sur mon pouf à côté d'elle. Maman me prend la main. Est-ce que... Elle me regarde. Elle me regarde vraiment. Et elle ressemble tellement à maman. Elle est complètement elle-même. C'est comme si je ne l'avais pas vraiment vue depuis des semaines. Son visage si beau, si clair est tellement elle. Ses grands yeux verts, comme les miens, ses taches de rousseur, son unique fossette. Elle serre ma main, et la distance entre nous s'évanouit, disparaît, si vite que je ne sais plus s'il y en avait vraiment une, ou si c'était juste moi qui avais peur. Je contemple son visage, c'est le visage que je vois quand je me réveille après un cauchemar, celui qui me sourit quand je raconte mes journées d'école, celui qui rit aux blagues que j'invente, c'est le visage que je connais le mieux. Je regarde maman et je hoche la tête pour dire « C'est d'accord, tu peux poser la question » et elle hoche la tête en retour. « Est-ce que tu veux parler de Chloé ?» Je crois qu'elle sait déjà. Mais je prends une inspiration, une grande inspiration tremblante et je lui raconte quand même. C'est important de dire les mots, pour elle et pour moi. « Chloé a de beaux yeux, je dis, parce que c'est tout ce qui me vient à l'esprit. Elle a vraiment de très beaux yeux. Et je n'avais jamais remarqué les yeux de quelqu'un avant, mais j'ai remarqué ceux de Chloé. Ils sont bruns et vraiment très beaux. Et je croise les doigts dans ma poche. Je supplie le monde, je supplie l'univers entier. Par pitié, faites que ce soit suffisant. S'il vous plaît, faites qu'elle comprenne, faites qu'elle me comprenne. » Elle a l'air heureux et triste, et tout ce qu'il y a entre les deux. Je ne savais pas qu'on pouvait ressentir tout ça en même temps. Mais c'est ce que fait ma mère. Elle tremble un peu et elle semble un peu inquiète, mais elle sourit. « D'accord ?» elle dit. « J'ai compris. » Je me remets à pleurer. J'ai beaucoup pleuré aujourd'hui, mais c'est différent cette fois-ci. Alors qu'on enfile nos moufles, le visage de la bibliothécaire s'illumine et elle laisse échapper un petit « Oh !» avant de filer vers le rayon histoire avec ce cri chuchoté « Un instant !» Elle revient, 2 minutes plus tard, toute rouge, avec un énorme livre, d'1 million de pages au moins. Sur sa couverture, il y a des gens qui défilent, des centaines de personnes, qui applaudissent et chantent. Celle qui marche devant agite un drapeau arc-en-ciel. Suzanne tend le livre à ma mère, et le visage de maman fait quelque chose d'étrange, comme si tous ses sentiments voulaient se manifester en même temps. Mais il se calme très vite, et elle sourit et dit « C'est parfait », d'une voix douce. Mais ce n'est pas le livre qu'elle regarde, c'est moi qu'elle regarde. Alors je souris aussi et on dit au revoir à Suzanne, à jeudi prochain. Elle nous salue et nous sortons dans la neige ensemble. Ma poitrine est un peu moins oppressée, mes épaules un peu plus détendues.
et mon corps m'appartient à nouveau. Eh ouais, dit maman, et elle inspire à son tour une grande inspiration tremblante. Tu es amoureuse? On se regarde. Il y a une étincelle dans ses yeux que je crois reconnaître et... Oh non! Elle se met à hurler. Maxime plus Chloé! Arrête, maman! Égal cœur! Maman, plus personne ne dit ça! Je rougis si fort que mes joues brûlent et je fonds. Toutes mes peurs fondent, toute ma confusion et la chaleur et l'émoi s'installent dans ma poitrine, si bon et doux, si chaud que la neige sous mes pieds fond aussi. Il y a maman qui glousse. Je ne l'ai jamais entendue glousser comme ça. C'est si aigu et léger et cristallin. Elle se tient les côtes et elle rit, elle rit, elle rit. Elle a l'air tellement heureuse. Elle me regarde comme si j'étais la meilleure. Et j'ai l'impression d'être vraiment la meilleure. Alors je ris aussi. On se tient les côtes et on rit, on rit, on rit, à en perdre le souffle, jusqu'à ce que je ramasse de la neige, la tasse entre mes moufles et l'envoie en plein dans la tête de maman. Ça éclabousse partout. Et elle se tourne vers moi, les yeux brillants, et on reste figé un instant, on se regarde, les joues rouges et humides d'avoir trop ri, et les sourires les plus grands du monde. Le lendemain à l'école, après qu'on a retiré nos manteaux et nos écharpes et nos bonnets et nos gants, toute notre armure contre le froid, Chloé vient à ma rencontre en sautillant, les mains derrière le dos et les joues roses, peut-être à cause du froid, mais peut-être pas. Je lui souris, parce que maintenant que je sais que ce que je ressens est bien, est bon, est normal, tout ce que je veux, c'est sourire à Chloé. Elle sourit aussi, encore plus que d'habitude. C'est comme si elle avait un secret et hâte de le partager. Ferme les yeux et tends les mains. Quoi? Tends les mains et ferme les yeux. Je lui obéis. Un objet doux atterrit sur mes paumes. Ouvre les yeux. C'est un octopode, violet, en peluche. Ses 8 tentacules me chatouillent les doigts et ses grands yeux de verre me dévisagent. Je sais que tu as un peu peur de la mer et de tous les poissons bizarres. Pendant un court instant, j'ai honte, mais pendant un instant seulement. Et je me disais qu'il pourrait t'aider. Il s'appelle Sydney, et je t'assure que c'est impossible d'avoir peur de lui. Je n'ose pas la regarder. Je fixe la peluche dans mes mains et j'essaie de calmer mon cœur qui bat si fort. Peut-être qu'il veut me dire quelque chose, peut-être que mon cœur bat en morse. Je crois qu'il me dit de lever les yeux. Alors, c'est ce que je fais. Chloé paraît nerveuse et fière et heureuse et il y a autre chose, quelque chose que je crois reconnaître, quelque chose, je crois, quelque chose que je ressens aussi. Alors je souris et je lui dis que c'est le plus bel octopode que j'ai jamais vu de toute ma vie. Et puis je reprends mon souffle, j'inspire plus profondément que jamais, alors je dis, peut-être, si ma mère et la tienne sont d'accord, peut-être qu'on pourrait aller à l'aquarium ensemble pour les voir en vrai. C'est une idée qui me terrifie. Beaucoup de choses me terrifient. Mais aujourd'hui, à cet instant, je me sens courageuse. Je me sens tellement courageuse.